Hello les amis, alors aujourd'hui on va plonger dans le sujet du handicap, parce que c'est un secteur qui m'a énormément surpris. Je pensais que c'était un sujet assez niche, honnêtement, le handicap et l'accessibilité au niveau entrepreneurial, et en fait tout est à construire, c'est assez incroyable, tous les projets possibles. Alors merci à Charlotte de Villemaurin, qui a coécrit ce sujet avec nous. Alors Charlotte, elle m'a vraiment transmis sa passion pour tout ce qui a lancé dans le sujet du handicap. En fait, Charlotte est multi-entrepreneur, elle est en situation de handicap et elle a cofondé Willys, une boîte de location de voitures aménagées entre particuliers, Niwav, une boîte de voitures électriques accessibles, Abilis, une boîte qui fait des offres de leasing adaptées. Et aujourd'hui, elle accompagne les acteurs de la mobilité et de la tech sur les sujets d'accessibilité, d'innovation éthique, d'inclusion. Elle est également écrivaine et elle écrit la super newsletter Walid le Valide. Alors c'est parti, comme d'habitude, commençons par quelques chiffres. Il y a entre 5 et 18 millions de personnes handicapées en France. Donc ça va de gros problèmes de vue ou d'ouïe à la tétraplégie, en passant par des difficultés à monter un escalier ou des trous de mémoire fréquents. Là-dedans, il y a 2 millions de seniors qui sont en perte d'autonomie et on en attend 700 000 de plus d'ici 2050. Donc on voit que c'est assez large, ce sujet de l'accessibilité. Et d'ailleurs, il y a une personne sur 5 en France qui est aidante. Donc ce sont des personnes qui sont indispensables, qui apportent un soutien non professionnel à un proche, âgé, malade ou handicapé. Donc au total, avec toutes ces personnes, une personne sur 3 en France vit le défi du handicap au quotidien, directement ou en tant qu'aidant. C'est une sacrée minorité quand même, non? Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que suffisamment d'entrepreneurs et de politiques y pensent? Alors pour ça, j'ai un premier chiffre. Il y a 0,018% des élus qui étaient en situation de handicap en 2025 en France, tout mandat confondu. Donc c'est une invisibilité politique quasi totale, assez hallucinante. Alors prenons un exemple concret. Les lieux médicaux, donc les cabinets généralistes ou les cabinets spécialisés. 46% des personnes handicapées ont des difficultés d'accès aux cabinets médicaux spécialisés et 39% généralistes. On se parle ici de lieux médicaux. Évidemment, c'est encore pire pour tous les autres lieux du quotidien, que ça soit le métro, on peut l'imaginer, c'est déjà difficile qu'une valise. Alors le marché entrepreneurial est énorme en fait, hein. Tu as 26 à 31 milliards d'euros de valeur du marché mondial des aides techniques, donc c'est les aides pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est en pleine croissance, notamment parce qu'il y a tous ces sujets de la perte d'autonomie des seniors. Donc c'est un potentiel d'impact qui est très très élevé. Donc ça en fait des opportunités, tout ça, de remettre des millions de personnes au milieu du village et de sortir le handicap de cette image de niche. Alors la définition, j'ai pas envie de donner la définition du handicap tout de suite, mais plutôt de parler d'un sujet qui est assez fascinant, qui est le validisme. Alors qu'est-ce que c'est le validisme? C'est penser les personnes valides comme une norme et le handicap comme une exception. Et ce validisme, il est bien concret. Prenons l'exemple de l'espace public. Charlotte, qui a coécrit ce sujet avec moi, parle de topographie du privilège. C'est une géographie qui est invisible, où tout est dessiné pour un corps standard, valide, blanc, mince, jeune, productif. Un corps qui monte les 50 mètres d'escalier du métro en grimpant les marches deux par deux, un sac dans chaque main. Un corps qui voit tout, qui entend tout, qui enjambe tout. Et on retrouve ce validisme partout, dans la hauteur des poignées de porte, la largeur des trottoirs, le rythme des feux tricolores, l'ergonomie des sièges, partout. Le problème, c'est que cette norme absolue, elle n'existe pas dans la vraie vie, parce que justement, une personne sur 3 est concernée par ce manque d'accessibilité en France. Alors, venons-en maintenant au handicap. Ça veut dire quoi être handicapé? Déjà, le handicap, ça qualifie une situation, pas une personne. C'est très important. Pour faire simple, une situation de handicap peut venir de plein de facteurs. Sensoriels, la vue, l'ouïe, mais aussi moteur évidemment, cognitif, psychique. Ça peut venir de maladies, l'insuffisance respiratoire, cardiaque, rénale, des troubles musculo-squelettiques. Mais ça peut être aussi une situation de handicap permanente comme temporaire. Donc une personne qui s'est blessée au ski et qui a une jambe dans le plat pendant quelques semaines, elle est en situation de handicap. Et si on se mettait à agir pour rendre le monde accessible à cette minorité, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment une. Alors le handicap, au niveau entrepreneurial, c'est quand même un potentiel qui est vraiment sous-exploité.
Déjà, le handicap a vraiment un handicap, si on peut dire. Dans les contes pour enfants qui racontent le handicap, c'est souvent la même histoire. Une famille qui exclut un enfant parce qu'il a une infirmité, et à la fin, une sorte d'appel à la pitié dans la morale du récit. Les personnes handicapées ont souvent été considérées comme des objets de charité et de soins, plutôt que des sujets de droit à part entière. Et aujourd'hui, le handicap a du mal à se défaire de cette image pour avancer. Il y a un exemple qui est très délicat, qui est celui du Téléthon. J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'ambiguïté. D'un côté, c'est un événement phare qui a le mérite incroyable de rendre plus visible le handicap, de financer la recherche, c'est exceptionnel, c'est génial. Et de l'autre côté, on lui reproche parfois de susciter l'empathie, voire la pitié, et d'ancrer en France une certaine image qui traite le handicap par la charité au lieu de le régler par des mesures d'adaptation de l'environnement, par les lois ou par l'entrepreneuriat. D'où les oppositions comme Stop Téléthon, par exemple, qui a été lancé par un collectif qui s'appelle Les Dévalideuses, notamment suite aux prises de position de leur cofondatrice qui s'appelle Elisa Rojas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut rendre le handicap plus visible, et c'est ce que fait le Téléthon. C'est un sacré serpent qui se mord la queue sinon. Parce qu'en fait, dans nos environnements, comme ils sont pas accessibles, dans la rue, etc., les personnes handicapées n'y sont pas. Donc, elles sont invisibles. Donc, ça n'incite pas à l'accessibilité. On n'y pense pas tout simplement parce qu'on ne les voit pas. D'autant plus que les personnes handicapées sont aussi invisibles sur la scène politique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les élus en situation de handicap sont une anomalie statistique en France. Donc, ils étaient 102 sur 567 222 en 2025. Alors ça sera probablement un peu différent, on n'a pas les chiffres depuis les dernières élections municipales, mais on voit bien que cette minorité est quand même vraiment très peu représentée. Alors, les besoins d'une personne handicapée sont très proches de ceux d'une personne âgée en perte d'autonomie. Il y a une mobilité qui est réduite, une perte de la vue, une perte de l'ouïe, moins de capacité cognitive, ça dépend. Le besoin d'aide humaine est très important. Bref, beaucoup de parallèles. Donc soyons clairs, nous allons tous devenir des personnes handicapées. Et c'est un sujet qui concerne une part de plus en plus grande de la population. Il faut rassembler le grand âge et le handicap pour révolutionner l'accessibilité de tous les produits et de tous les services du quotidien. D'ailleurs, il y a la filière Handitech qui est assez intéressante, qui intègre la perte d'autonomie dans son ensemble. Donc son label Conception universelle motive par exemple à prendre en compte en simultané le handicap, la maladie, le vieillissement dans le développement d'un produit ou d'un service. Alors il y a beaucoup de choses à challenger sur ce marché du handicap. La prise en charge par la Sécu permet à tout le monde de s'équiper. Donc ça, jusqu'ici, c'est une super nouvelle. Mais ce qui l'est moins, c'est les effets pervers du marché subventionné. Alors pourquoi ? Se laver ou se déplacer, c'est un besoin vital, donc les personnes en situation de handicap n'ont pas le choix. Et disons clairement que certaines entreprises en profitent. Le matériel est largement subventionné, donc elles ne sont pas beaucoup challengées. Certaines boîtes sont d'autant plus en situation de monopole que le marché paraît peu attractif, comme ce qu'on disait. Pour nous, ça paraît être un peu un sujet de niche, donc beaucoup imaginent que c'est un petit marché, et voilà, il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants qui débarquent pour entreprendre. Donc on se retrouve avec un coussin pour les jambes à 173 €, une planche de transfert qui est un simple morceau de plastique pour passer d'un lit à un fauteuil, par exemple, à 450 €. Alors ces équipements sont pas très technologiques et on a vraiment l'impression que la seule raison de leur surcoût, c'est d'être estampillé handicap. Donc il faudrait vraiment lancer plus de projets pour démocratiser tout ça. Surtout que, imagine que tu as trouvé le fauteuil roulant électrique qui correspond à ton besoin. Voilà, il a un super joystick, des roues motrices, des options spécifiques qui correspondent à ton handicap. Tout est parfait. La bonne nouvelle, c'est que tu as trouvé ce qu'il te fallait. Mais la moins bonne, c'est que tu en deviens totalement dépendant. Tu peux plus changer de fabricant, tu subis les prix, chaque pièce coûte une fortune, rien n'est réparable sur ce marché. Donc on parle beaucoup de réparabilité, d'économie circulaire, de lutte contre l'obsolescence programmée, mais visiblement, ça s'est vraiment pas encore démocratisé dans le handicap. Et ça paraît logique en même temps. Comme les aides publiques remboursent, pourquoi s'embêter à optimiser ? Voilà. Mais moi, je fais le pari qu'il faut penser autrement et qu'en optimisant aussi la dépense publique, on finira par être récompensé un jour. Surtout que les aides, en fait, elles remboursent pas tout. Prenons un exemple simple. L'adaptation d'une voiture avec une rampe pour pouvoir monter en fauteuil.
La prise en charge des frais d'aménagement est plafonnée à 10 000 euros par période de 10 ans. Et pourtant, la dépense peut aller de 10 500 à 65 000 euros selon le degré d'aménagement nécessaire. Donc clairement, les aides ne suffisent pas. Il y a un moyen très clair de le vérifier, hein. Tu tapes véhicule adapté sur Litchi ou sur la cagnotte des proches et tu seras étonné. Il y a même une rubrique cagnotte pour des situations de handicap qui en dit long sur le reste à charge du handicap. Tu peux trouver des dizaines et des dizaines de cagnottes de gens qui disent voilà, j'ai pas les moyens de payer mon véhicule, aidez-moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça et rendre ce marché plus accessible? Bah déjà au niveau des lois, il y a quand même encore beaucoup de boulot. Il faut que le marché de l'occasion soit éligible aux subventions. Aujourd'hui, toutes les personnes handicapées ne peuvent acheter que du neuf. C'est fou. Et au niveau entrepreneurial, tout est à faire. Alors c'est très lié au sujet du légal, mais il y a notamment un axe sur le financement avec le leasing qui est hyper intéressant. Depuis 2025, les aides pour les véhicules adaptés peuvent être financées par du leasing. Ce n'était pas le cas avant. Il faut savoir que dans les voitures classiques, 90% des financements de voitures neuves classiques se font avec aujourd'hui de la location avec option d'achat. Donc en partie grâce à Charlotte d'ailleurs qui s'est battue pour ça et c'est possible aujourd'hui d'avoir du leasing de véhicules adaptés et elle a lancé la première offre française de location longue durée de véhicules accessibles pour les personnes à mobilité réduite qui s'appelle Abilis. Alors, l'innovation est une opportunité énorme pour l'inclusion, pour l'accessibilité des personnes âgées, handicapées. Le fauteuil roulant, par exemple, électrique, a été d'une aide incroyable. Le lecteur de glycémie a changé énormément de vie. L'IA peut aussi aider, par exemple, pour décrire de l'environnement aux personnes malvoyantes ou malentendantes, puisqu'on peut facilement transformer une image en audio ou l'audio en texte et vice-versa avec de l'IA. Mais parfois, l'innovation peut vraiment avoir des effets contre-productifs. Donc, faut pas chercher à innover à tout prix. On va prendre un exemple. Les exosquelettes. C'est souvent le symbole du handicap au niveau technologique dans les startups. D'où est-ce que c'est hein? Ça permet à quelqu'un qui peut plus marcher ou qui ne peut pas marcher de marcher avec un espèce de robot sur les jambes. Moi, j'ai toujours beaucoup admiré ces boîtes qui les inventent, honnêtement, hein, depuis, une dizaine d'années où je suis ça. Elles permettent à ceux qui peuvent plus marcher de marcher. Donc c'est une super innovation, notamment dans des cas de rééducation. Mais le problème, c'est qu'on en a fait un filtre catastrophique avec, ces innovations. En fait, il y a ce qui est perçu comme innovant, comme un exosquelette et puis il y a ce qui est perçu comme peu innovant, comme, des rampes, des aménagements, pour mettre dans les toilettes et cetera. Et les premiers, donc comme les exosquelettes, eh ben, ils arrivent à trouver du financement, donc des investisseurs, du VC, et cetera et ce qui est moins innovant a beaucoup plus de mal à se financer. Ça peut se comprendre. Mais le problème, c'est qu'une technologie comme l'exosquelette, ça coûte 30 000 à 90 000 euros et ça pourra pas être généralisé. C'est des petits marchés. Alors qu'il manque des milliards d'euros et des milliards pour des développements moins technologiques, pour rendre tous les produits du quotidien accessibles à tous, à ces millions de personnes dont on parle depuis le début de cette newsletter. C'est un marché qui est beaucoup, beaucoup plus grand à adresser et qu'il faut financer et qui, pour le coup, devrait être rentable de financer. D'ailleurs, certaines très belles boîtes d'exosquelettes ont compris les limites du marché, hein. C'est le cas de Wondercraft, qui est une super boîte, qui est née en 2012 sur le médical et qui aujourd'hui développe aussi Calvin 40, qui est un robot humanoïde destiné plutôt à l'industrie, avec des marchés beaucoup plus grands. Il y a aussi un sujet éthique. Il faut faire attention. La startup d'Elon Musk Neuralink, dont tu as sûrement entendu parler, veut donner la vue aux aveugles, faire marcher des paralysés. Elle a déjà implanté 5 implants cérébraux à des personnes handicapées. Et ça avance, hein, puisqu'elle a obtenu de la Food and Drug Administration le statut de Breakthrough Device qui accélère aux USA l'évaluation de dispositifs médicaux innovants. Donc, elle, elle peut vraiment avancer dans ses recherches. Mais le problème de ça, c'est que pour 10 personnes opérées qui retrouvent un peu de capacité, ou même 100, eh ben, il y a des millions de personnes qui ancrent un peu plus dans leur cerveau un mal-être tous les jours. Parce que leur objectif conscient, en fait, c'est pas d'être la norme, c'est juste de vivre dignement dans un environnement adapté sans qu'on les change eux directement. L'exosquelette peut aussi véhiculer un peu cette idée. Est-ce que l'objectif ultime des personnes handicapées, c'est de se lever et de remarcher? Bref, de faire comme les valides. Il faut pas forcément créer une machine à produire de la norme. Ça peut être ressenti symboliquement comme
Assis, t'es un échec, debout, tu reviens dans le jeu. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt transformer l'environnement plutôt que les gens? Alors, il faut arrêter de voir l'accessibilité comme une contrainte. C'est pas seulement une mise en conformité légale d'un lieu, comme on peut l'entendre beaucoup, ou une amende évitée dans une entreprise. C'est évidemment travailler à rendre le monde plus habitable pour des millions de personnes, et tout est à construire. Alors, est-ce que tu connais l'effet curb cut? C'est super intéressant. C'est un terme qui vient des rampes d'accès intégrées dans les trottoirs pour faciliter le passage des fauteuils roulants. Tu vois bien ce que c'est ce que tu prends quand tu vas avec une poussette, un vélo ou une valise, pour éviter de prendre les escaliers. Et ben, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça a pas été inventé, pour, ta valise ou ta poussette. Ça a été inventé pour des personnes en situation de handicap et c'est utile pour tout le monde. C'est aussi le cas de la brosse à dents électrique. Je sais pas si tu savais, mais elle a été inventée pour aider les personnes avec une difficulté de motricité au départ. Elle est aujourd'hui utilisée par 35% des Français. C'est pareil pour le velcro. On a commencé à en intégrer dans le domaine médical pour faciliter l'accrochage des chaussures. Et c'est devenu un phénomène de mode généralisé avec les baskets à scratch. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Les sous-titrages de séries servent autant aux sourds qu'à la traduction. Les portes automatiques servent autant pour faciliter l'ouverture de la porte pour tout le monde que pour les personnes handicapées. Toutes ces solutions profitent à la fois aux personnes handicapées, mais surtout à tout le monde. Il y a quand même un point de friction là-dedans, c'est l'immobilier. Parce que pour la majorité des personnes valides, avoir une salle de bain en dimension PMR, personne à mobilité réduite, bah, c'est vu comme une perte de place et une perte d'argent. Et c'est vrai que vu les prix au mètre carré, on peut le comprendre. Les industriels du secteur n'ont pas vraiment favorisé la mise en place de la loi de 2005 d'ailleurs, qui a imposé que toutes les constructions neuves soient accessibles aux personnes handicapées. Résultat, la loi Elan en 2018 a ramené cet objectif à 20%. Voilà, donc tout a été divisé par 5. On peut le comprendre vu le prix des mètres carrés comme on le disait, mais le problème, c'est que ces logements non adaptés conduisent à de très gros problèmes sociaux. Les personnes handicapées sont surreprésentées dans les situations de mal logement en France. Globalement, il y a un quart des personnes handicapées qui sont concernées par le mal logement. C'est 1/5 de la population en moyenne. Et ça joue beaucoup sur la santé mentale aussi, parce que quand il est difficile, voire impossible, d'aller voir ses amis ou sa famille parce que leur logement n'est pas adapté à notre passage, bah on va pas les voir. Donc c'est hyper difficile en termes de santé mentale. Alors les adaptations a posteriori pour rendre un environnement ou un objet accessible, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher et ça génère un gâchis énorme. On va prendre l'exemple des voitures. Elles sont produites de série pour des personnes valides. Pour les rendre accessibles à une personne en fauteuil roulant, il faut acheter une voiture neuve de série, la faire transformer par un aménageur. Alors il va quand même la découper et en jeter 40% à la poubelle, pour abaisser le châssis, pour installer une rampe, pour récupérer 20 cm de hauteur pour qu'une personne en fauteuil puisse entrer directement. Donc au total, le coût minimum de la transformation, c'est 10 000 € et ça peut grimper jusqu'à près de 100 000 € pour un aménagement super complexe, sans compter le prix de la voiture au départ. Il y a un autre exemple qui est super parlant, c'est le métro parisien. Il a été conçu il y a 150 ans et à ce moment-là, on ne parlait pas de ces sujets d'accessibilité. Suite aux JO, et notamment du coup aux JO paralympiques, il y a un grand plan de mise en accessibilité qui a été annoncé. Et il y a un projet pharaonique qui devrait prendre au moins 20 ans et qui coûtera 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Même topo à Londres. Donc c'est super important, mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher quand c'est fait a posteriori. Et donc il y a un sujet qui s'appelle le design pour tous et qui est très passionnant. Le design pour tous, ou l'accessibilité universelle d'ailleurs, c'est concevoir des produits, services, espaces accessibles à tous sans distinction d'âge, de capacité, de situation. Et donc c'est créer des solutions qui sont utilisables par le plus grand nombre dès la conception, sans besoin d'adapter dans un second temps. Dans les bons exemples, il y a les géants de la tech qui ont été quand même vraiment intelligents sur l'accessibilité, notamment pour les smartphones. Apple a créé un principe qui s'appelle Accessibility by Design, qui est très documenté et qui développe de plus en plus de fonctions inclusives. Donc finalement, voilà, les marques auraient pu préférer développer un smartphone adapté pour les handicapés, avec une surcouche de prix. Mais non, ils ont fait un smartphone qui est accessible à tous, peu importe la situation.
Alors pour ce design pour tous, ce qui est important, c'est de faire participer des personnes concernées dans le design. Les ingénieurs, les chefs de produits peuvent pas décider seuls de ce que ça doit être une vie, entre guillemets «améliorée». Les premiers concernés doivent être au cœur des réflexions. Sinon on se retrouve à projeter des biais et des fantasmes de valides sur le sujet du handicap. Et il y a des super exemples. Je t'en cite 3. Le premier, c'est Seb, la marque d'électroménager. Ils ont adapté leur gamme de produits pour le plus grand nombre avec, une approche qui est vraiment centrée sur l'utilisateur. Des personnes en situation de handicap étaient impliquées, en fait, à toutes les phases du projet. Ils ont même publié un Good Design Playbook, donc un livre blanc un peu, en open source avec APF France Handicap qui, permet justement de diffuser ce modèle de process inclusif. Il y a un autre truc qui est hyper intéressant qui s'appelle FALC, F-A-L-C, facile à lire et à comprendre, qui est en fait un espèce de dispositif européen qui permet de transcrire un langage classique en langage compréhensible par tous. Et c'est intéressant, par exemple, la Massif a utilisé ce process FALC pour que les gens puissent comprendre très simplement les assurances proposées. Alors ça, à mon avis, peut être utile pour beaucoup plus de monde, tellement c'est difficile parfois de comprendre des situations derrière les contrats d'assurance. Mais voilà, c'est très utile pour les personnes en situation de handicap mental, pour des personnes âgées ou pour des personnes étrangères qui n'arriveraient pas à comprendre ce contrat d'assurance. Et puis une dernière boîte hyper intéressante sur ce sujet d'inclusion qui est Tactile Studio. C'est une boîte géniale qui permet l'accessibilité aux lieux culturels. Donc tu peux les retrouver à la Tour Eiffel, au musée d'Orsay, au Louvre, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment pris des personnes en situation de handicap et ils les ont inclus dans tout le process de fabrication, dans tout le process de prototypage pour être capables justement de transcrire tous ces éléments culturels dans ces musées pour toutes les personnes en situation de handicap. Et alors un dernier défi, au niveau du handicap, c'est, le style. Le design des équipements pour personnes handicapées est souvent beaucoup trop médicalisé. Il y a un focus pratique et du coup, c'est souvent froid, quoi, et c'est peu esthétique. Pourtant, c'est super important de valoriser les personnes en situation de handicap avec des beaux produits. Alors je peux pas te montrer par, audio, un fauteuil magnifique, mais tu iras voir le fauteuil roulant en bois Apollo, A-P-O-2-L-O, qui est assez incroyable. Franchement, c'est trop, trop beau. C'est fait avec du bouleau, en bois massif et j'adore leur credo pour restaurer la fierté des personnes en fauteuil. Ils disent: «Pour être un utilisateur de fauteuil roulant bien dans sa peau, il faut commencer par être bien dans son fauteuil». Voilà, donc pour booster la visibilité du projet d'ailleurs, ils ont fait, petite anecdote hyper intéressante, ils ont, reçu le go du pape François pour lui créer un papa fauteuil en bois avec des morceaux de la charpente calcinée de Notre-Dame de Paris. Donc assez intéressant. Ils proposent aujourd'hui à ceux qui souhaitent de construire leur propre fauteuil, notamment auprès des blessés de guerre en Ukraine, dans leur rééducation. Un projet vraiment fascinant, Apollo. Alors dernière partie, des inspirations, 6 exemples vraiment intéressants à suivre dans l'entrepreneuriat et le handicap. Alors le premier dans la mobilité, c'est Motability. Motability, c'est une boîte anglaise qui fait du leasing de voitures adaptées pour tout le pays depuis 1977. Alors ils ont plus de 800 000 clients à mobilité réduite et ce qui est assez dingue, c'est que c'est le plus gros acheteur de véhicules neufs au Royaume-Uni. Ouais, ouais, le plus gros acheteur. C'est donc sur un supposé marché de niche que s'est installé le plus gros acheteur de voitures au UK. 7 milliards de livres de chiffre d'affaires quand même. Et comme ils gèrent d'énormes volumes, eh ben, ils obtiennent des tarifs constructeurs extrêmement bas et ils proposent des voitures à tarifs très réduits pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un impact massif. Vraiment intéressant. Une autre boîte, Okina, PME lyonnaise, leader de l'accessibilité pour l'espace public et les établissements recevant du public, on appelle ERP. Ils ont un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, c'est une boîte qui marche bien. Et ils ont été les premiers à, par exemple, avoir fait parler les feux de signalisation. Ils ont équipé la SNCF, la RATP, ils équipent même la ville de New York. Donc très belle PME lyonnaise, Okina. Alors, il y a beaucoup d'innovations aussi dans les fauteuils. Une boîte hyper intéressante qui s'appelle Epur, E-P-U-U-R. C'est une boîte lilloise qui cartonne avec son système de rétrofreinage pour les fauteuils roulants manuels. En fait, c'est assez intéressant. Ils ont vu dans la rue des gens en fauteuil roulant manuel dans une petite descente freiner avec leurs bras sur la roue. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas avoir des gens qui galèrent comme ça à freiner, à s'abîmer le bras. Et donc, ils ont créé des excellents freins. C'est assez low-tech et c'est hyper performant.
Deuxième innovation que je trouve très intéressante, dans la notion de low-tech, c'est, une boîte qui s'appelle Omni. Ils ont créé un kit Globetrotter. En fait, ils se sont dit: «Voilà, pourquoi réinventer la roue?» Il y a des, fauteuils roulants qui sont, manuels et ça coûte très, très cher d'acheter un fauteuil, électrique. Beaucoup ne peuvent pas le faire et ils ont créé un kit de connexion entre une trottinette électrique, ce qui est compatible avec 95 des trottinettes électriques et le fauteuil roulant et donc ça permet de rendre électrique un fauteuil roulant avec une, trottinette. En plus, c'est un moyen de faire ça de manière, donc à la fois c'est pas cher, mais en plus c'est un poids et un volume qui est faible quoi, par rapport à un fauteuil électrique donc c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais c'est assez intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que, voilà, les vraies innovations sont celles qui laissent le choix finalement. L'autonomie, ça veut pas dire, uniquement, un moyen. Il y a des personnes en situation de handicap qui préfèrent avoir un chien d'assistance, d'autres, adapter leur cadre de vie, d'autres avoir un fauteuil manuel, d'autres avoir un fauteuil manuel avec une petite aide électrique parfois, d'autres avec un fauteuil, électrique, hyper technologique et cetera. Donc vraiment, c'est important de s'adapter, à chaque personne. Alors il y a des plateformes digitales aussi qui sont très intéressantes évidemment comme, beaucoup de révolutions technologiques. Il y a une boîte qui s'appelle Auticiel qui a connu un énorme boom depuis 2018. Ils ont développé 10 applications différentes pour permettre aux enfants et aux adultes avec des difficultés cognitives de travailler et d'apprendre. Donc à la fois à la maison, en famille et puis, dans les écoles. Donc c'est vraiment un magnifique impact. Il y a une autre boîte qui s'appelle Poppins, qui vient d'ailleurs de faire 2 grosses levées de fonds, hein, la dernière de 5 millions d'euros et qui, cherche à accélérer sur la rééducation de troubles 10. C'est un gros sujet, hein, avec de longues listes d'attente, chez les professionnels de santé. Donc, cette appli, elle permet par de la musique et une application qui est extrêmement bien développée, de travailler cette rééducation de troubles 10. Et puis dernière chose intéressante, l'État a lancé une plateforme qui s'appelle Accès Libre pour que l'open source puisse permettre à beaucoup d'entrepreneurs de se lancer, dans, ces sujets, d'accessibilité. Donc hyper intéressant à suivre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce sujet. Vraiment beaucoup de choses à lancer. Merci encore, 1000 fois à Charlotte de Villemorin, qui a coécrit, cette newsletter, avec nous, ce sujet et puis, à Alice qui, a aidé, la coécriture aussi avec moi. À très bientôt et on se retrouve sur leplongeoir.club.